Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Cardio Online en direct des Journées européennes de la Société française de cardiologie. Je m'appelle Thomas Lavasseur, je suis cardiologue au centre hospitalier de Fréjus et j'ai le plaisir d'accueillir Julien Angelch qui est cardiologue interventionnel à l'Institut Arnaud de Sanck à Saint-Laurent-du-Var et on va parler ensemble de la Minoca. Déjà, j'ai une première question, bonjour Julien, sur laquelle je voudrais insister. Alors, le Minoca, quel est le cadre? De quoi parle-t-on? Quelle est la fréquence? Bonjour. Et merci pour cette invitation. En fait, quand on parle d'INOCA ou de Minoca, on parle en fait de douleur à la poitrine sans atteinte coronaire épicardique qui est significative. Donc c'est un peu la définition. On distingue deux syndromes là-dedans, deux gros syndromes. Les INOCA qui sont plutôt les patients stables et qui n'ont pas d'élévation de troponine, et les Minoca qui sont plutôt des patients avec des présentations instables de douleur thoracique et généralement aussi des élévations de troponine où on regarde justement les diagnostics différentiels d'infarctus du myocarde. Donc dans les INOCA et les Minoca, on exclut tout ce qui est syndrome coronaire aigu avec occlusion du vaisseau, subocclusion du vaisseau, que ce soit thrombotique ou sur une dissection coronaire ou une embolisation de thrombus. Une fois qu'on a identifié cette douleur à la poitrine qui paraît vraiment typique sur le plan cardiaque sans atteinte coronaire, on peut aussi, lorsqu'on a des lésions un peu diffuses, faire la FFR et montrer que ces lésions sont négatives sur le plan hémodynamique, elles n'ont pas d'impact clinique sur l'ischémie, eh bien aller au-delà avec des tests. Quels sont les examens à réaliser en pratique courante quand on est en face d'une Minoca ou d'une INOCA? Alors, INOCA ou Minoca, il y a des consensus d'experts qui ont été écrits. La recommandation principale, c'est de réaliser deux examens. Le premier, vérifier que ça ne s'agit pas d'un ingor vasospastique, qui soit au niveau des atteintes épicardiques ou au niveau microvasculaire, en utilisant l'acétylcholine, qui est le test le plus recommandé en Europe, et d'utiliser aussi, en plus, un test de la circulation coronale, la microcirculation. On va regarder la circulation épicardique avec la FFR. On va regarder la microcirculation avec la CFR et l'IMR, avec un guide de pression qui mesure aussi la température et de l'adénosine. Toi, en pratique courante, comment tu organises ça dans ton centre à Arnaud de Sanck? C'est une bonne question. En fait, ces procédures, il faut avoir conscience qu'elles sont plutôt longues à réaliser. Elles sont importantes parce que ça évite aux patients d'être dans un flou diagnostique et ça lui évite plusieurs interventions, plusieurs coronarographies sans avoir mis le point sur le diagnostic. Donc, c'est quelque chose qui est à faire dans tous les centres, qui est faisable dans tous les centres. Et moi, je dédie en pratique des plages dédiées dans ces cas-là, où on reconvoque le patient et on fait ces tests-là. Donc on fait test à l'acétylcholine et microcirculation, la recherche de la microcirculation. Ça peut varier entre 20 minutes et 1 heure de temps de procédure. C'est pour ça qu'il faut les dédier ces temps-là. Et afin de donner justement l'explication au patient s'il est spastique, s'il a une atteinte microcirculatoire, s'il a les deux associés, parce qu'il y en a qui ont des maladies associées, ou s'il a les deux négatifs. Et en cas de spasme ou d'atteinte de la microcirculation, quel traitement recommandes-tu une fois que tu as posé le diagnostic? Tout dépend des cas de phénotype qu'on a évoqués précédemment. Les patients purement spastiques ils vont bénéficier des inhibiteurs calciques ou des dérivés nitrés. On va éviter de mettre des bêta-bloquants. Les patients qui ont plutôt l'angor microvasculaire, ça va être plutôt une règle hygiéno-diététique, un contrôle des facteurs de risque et des bêta-bloquants, des IEC voire de statines. Et ceux qui ont l'association des deux, on essaye justement d'optimiser les deux parties. Donc ça reste globalement un traitement médical intensifié. Ce qu'on voit, c'est que la stratégie entre faire le diagnostic et adapter le diagnostic avec les traitements ou le groupe contrôle faire comme on fait d'habitude, on voit qu'on améliore quand même la qualité de vie et les symptômes angineux de l'ordre de 22% à 6 mois et de 27% à 12 mois. Donc il y a un vrai effet thérapeutique de faire cette stratégie-là. D'où l'intérêt de bien le dépister pour pouvoir correctement le traiter ensuite. Merci beaucoup Julien. Merci.